Il est 13h à Dakar, le journal Khali Amadou Narfal. Bonjour. Bonjour Adia Fatoussar. Les titres de cette édition. Le code électoral et la refonte du fichier en revue toute cette journée à l'Assemblée nationale, une plénière en procédure d'urgence sur principalement la date des législatives et l'augmentation de 15 nouveaux sièges de députés. Nous aurons en direct dès le début de ce journal Tida Sané à l'hémicycle place Soweto. Dans les états-majors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette date. Pour Ousmane Badiane de la LD, les législatives coïncidant avec le Ramadan pourraient être programmées à une autre date. Pour le spécialiste du droit public, Aliou Diallo, le Sénégal se rapproche d'un problème institutionnel car la prorogation de la durée du mandat n'est pas prévue par la Constitution. Enfin, Ndiaga Sylla, spécialiste des questions électorales, estime qu'un accord formel entre la classe politique peut avoir force de loi. Et puis, la ministre de la Santé demande du temps aux syndicalistes pour satisfaire leurs revendications. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Khali, les députés examinent en ce moment 2 projets de loi. Oui, 2 textes soumis en procédure d'urgence au vote de l'Assemblée nationale. Le premier modifie la loi portant refonte partielle des listes électorales. Le second concerne le code électoral avec comme changement majeur l'augmentation du nombre des députés de 150 actuellement à 165 pour la prochaine législature. Tida Sane, bonjour. Bonjour Khalina. Oui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que le vote a débuté? Oui, bienvenue ici à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, les députés procèdent depuis 11 heures à l'examen du projet de loi portant code électoral et le projet de loi portant refonte partielle des listes électorales. Après lecture du premier rapport sur le code électoral, 51 députés se sont inscrits et ils prennent en ce moment même la parole. Pour rappel, en commission samedi, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a dit, suite au référendum du 20 mars 2016, il est nécessaire de procéder donc à une révision du code électoral afin d'y intégrer les candidats indépendants. Parmi les points importants de cette plénière, le nombre de députés qui passe de 150 à 165 députés, dont les 15 seront dédiés donc aux Sénégalais de la diaspora. Il y a également l'institution de commission départementale de recensement des votes des Sénégalais de l'extérieur et la fusion des cartes nationales d'identité et d'électeurs avec la mise en place de la carte biométrique CEDEAO. Revenant sur les 15 députés qui s'ajoutent aux 150 députés, le ministre de l'Intérieur a informé en commission que c'est pour mieux prendre en charge les préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Pour ce qui concerne le fichier électoral, un objectif de 4 millions d'inscrits est retenu pour les législatives de 2017. Je rappelle que ces élections sont prévues le 2 juillet 2017, mais en commission, les députés ont souhaité que la date soit décalée car coïncidant avec le Ramadan. Halina, tout juste dire que les quelques députés qui ont déjà pris la parole se sont félicités de ce nouveau code électoral qui, selon eux, renforce notre démocratie et pour certains, c'est la plus grande réforme électorale proposée au Sénégal depuis 1992, ici à l'Assemblée, où les discussions continuent ici à l'Assemblée, donc Halina. Merci beaucoup Tida Sané. On en vient à la classe politique divisée par la date des élections législatives. Officiellement, celles-ci auront lieu le 2 juillet de cette année, soit après l'expiration de la durée du mandat des députés, une violation de la loi électorale d'après certains acteurs. En revanche, un consensus sur la date des élections aurait force de loi, même si le code électoral prévoit la tenue des législatives le 4 juin 2017. C'est en tout cas l'avis de l'expert en question électorale Ndiaga Sylla au téléphone de Khadifal Koulibaly. La Constitution, en son article 60, indique que la durée du mandat des députés est de 5 ans. Maintenant, après l'adoption du code électoral consensuel de 92, on a pensé qu'il fallait justement mettre en place une disposition qui devait effectivement, de manière précise, annoncer en fait la date d'expiration du mandat des députés. Maintenant, dans la pratique, l'adoption de ce code électoral consensuel de 92, on s'est toujours arrangé pour que les élections aient lieu bien avant justement l'expiration du mandat des députés. Maintenant, malheureusement, en 2012, après justement l'alternance, on s'est rendu compte qu'on était matériellement dans l'impossibilité d'organiser les élections en respectant ce délai. C'est ainsi qu'à la suite d'un consensus entre les acteurs politiques, l'élection a été fixée le 1er juillet 2012. Ce qui donc rendait effectivement caduque justement cette disposition qui voulait que l'élection effectivement ait lieu avant l'expiration du mandat qui est fixé le 30 juin. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, à la suite
justement de l'installation de l'Assemblée nationale qui est intervenue en fin juillet, si en fait on organise les élections en respectant les dispositions du code électoral, on risque justement de ne pas respecter ce mandat constitutionnel qui voudrait effectivement donc que ça dure 5 ans. Mais dans tous les cas, si on se fonde sur les dispositions précitées du code électoral, l'élection devrait avoir lieu au plus tard le 4 juin. Parce que dans l'article LO 150, on dit que l'élection doit avoir lieu entre 60 jours et 20 jours, justement qui précède l'expiration, alors que l'expiration doit intervenir le 30 juin. Donc, si on calcule, ça tombe sur le 10 juin. Mais puisque l'élection a toujours lieu le dimanche, c'est une disposition du code électoral, donc le dimanche, en fait, donc le plus rapproché, qui respecte en fait ce délai, c'est le 4 juin. Maintenant, nous devons reconnaître que, compte tenu du fait qu'on n'est plus dans la possibilité d'appliquer effectivement ces dispositions-là, il est quand même normal qu'on puisse trouver un consensus. Et pour moi, c'est ce consensus qui a été trouvé lorsque le président de la République a reçu l'opposition pour fixer effectivement donc la date du 2 juillet. Maintenant, on ne peut pas être plus royal que le roi, parce qu'on a l'habitude de dire qu'en matière électorale, le consensus aussi à force de loi. C'était Ndiaga Sylla, spécialiste des questions électorales, interrogé tout à l'heure par Khadifa Koulibaly. Les prochaines élections législatives sont prévues le 2 juillet 2017, mais... Oui, puisqu'il y a ce bémol, Adja Fatou, un spécialiste de droit public, souligne que le Sénégal va vers un problème institutionnel. Selon Mamadou Aliou Diallo, enseignant à l'Université de Dakar, la prorogation n'est pas prévue par notre Constitution. Nous écoutons Mamadou Aliou Diallo, joint tout à l'heure par Demba Diao. Au niveau du code électoral, sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu entre les 60 jours et les 20 jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que donc la date du 2 juillet qui est retenue est effectivement conforme, puisque entre le 30 juin et le 2 juillet, date des élections, il y a 32 jours. La date des législatives étant fixée au 2 juillet 2017, donc on se trouve avec 28 jours entre la date des élections, disons, et la marge supérieure. La date retenue pour l'élection du 2 juillet est effectivement conforme aux dispositions du code électoral et ne pose aucun problème. Le président de la République, lors de son adresse à la nation du 31 décembre, n'a pas dans son allocution fait allusion à la vie politique, c'est-à-dire aux élections. Est-ce que cela ne veut pas dire que nous allons vers un report de ces élections? Le fait qu'il n'ait pas parlé des questions électorales n'a pas d'incidence sur le fait que les élections puissent se tenir ou pas. Donc, le chef de l'État, il choisit les points qu'il veut soumettre aux Sénégalais. Maintenant, la date du report des élections législatives, effectivement, semble se poser, puisqu'il semble que la date est trop proche du mois de Ramadan. Et comme le mois de Ramadan est un mois béni, c'est pas quand même une période qui est compatible avec des élections. Même si la date était reportée aussi, compte tenu du fait que nous sommes ici en face d'une exigence liée au calendrier musulman, je crois que les gens quand même pourraient parfaitement le comprendre et que cela n'a rien à voir avec une volonté de ne pas tenir les élections. Pour la Ligue démocratique, partie de la mouvance présidentielle, cette date du 2 juillet reste dans les délais légaux. Oui, c'est justement donc le sens de cette interview tout à l'heure au téléphone avec Ousmane Badiane à la place de celui qu'on avait donc annoncé, Mamadou Aliou Diallo. Je le rappelle, Ousmane Badiane, qui au nom de la LD-MPT, la LD précisément, s'explique sur ce débat, sur ce changement. Il dit que la date du 2 juillet n'entrave en rien le bon fonctionnement des institutions, puisqu'elle se tient dans les délais requis par le code électoral. C'était d'ailleurs ce qu'a dit un peu plus tôt Ndiaga Sylla, spécialiste de ces questions. Les prochaines élections législatives sont prévues le 2 juillet 2017, mais... Oui, nous y reviendrons, nous y revenons, Adja Fatou. Le bémol exprimé par un spécialiste du droit public universitaire, il s'appelle Mamadou Aliou Diallo. Selon lui, le Sénégal va vers un problème institutionnel, puisque selon lui, la prorogation de la durée du mandat n'est pas prévue par la charte fondamentale. On écoute cette fois Mamadou Aliou Diallo. L'article 60 de la Constitution du Sénégal dispose que les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et leur mandat est de 5 ans. L'article ajoute qu'il ne peut être abrogé que par dissolution de l'Assemblée nationale. Et il est mieux par rapport justement à la prorogation du mandat. Par conséquent, on se trouve dans une situation où aucun texte ne réglementerait en tout cas cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? La plupart du temps, les élections sont organisées de sorte qu'il ne peut y avoir d'empiètement entre la législature précédente et la législature qui va suivre. À mon avis, là, c'est un problème qui va se poser
posée. Il faudrait peut-être un tout petit peu revoir cette position pour la conformer au droit, sauf maintenant à avoir des arguments juridiques qui sont suffisamment forts qui militeraient en faveur de la prorogation, encore une fois, qui n'est pas prévue par la Constitution. Expliquez à nos auditeurs, c'est quoi la prorogation en termes plus simples? Allonger le mandat des députés qui arrive à terme au mois de juin, que l'on ait des députés entre le mois de juin et le mois de juillet jusqu'à l'installation du nouveau Parlement. On accepte que ces députés, on appelle ça prorogation. Quels sont les risques? C'est là l'importance du débat. On peut appeler ça un vide institutionnel dans la mesure où on sera dans une période où on pourrait être dans une situation où le Parlement n'existerait pas. Il faut justement analyser la chose conformément à la situation qui prévaut. Vous savez, les arguments qui pouvaient être avancés par le président de la République qui convoque les électeurs aux élections, les arguments peuvent être des arguments qui peuvent se justifier dans la mesure où c'est lui qui maîtrise la donne. Maintenant, cette absence de députés pendant un mois peut être interprétée de différentes façons selon le bord dans lequel on se trouve. Mais à mon avis, dans un État et que l'on n'ait pas de Parlement, ça paraîtrait un tout petit peu bizarre. Merci à Demba Diao. Vous écoutez Radio Sénégal, 13h passées 11 minutes. La bonne info, c'est Radio Sénégal. À Diourbel, la nouvelle année apporte son lot de changements côté infrastructure. De nouveaux chantiers ont été lancés dans la ville, considérée il y a guère comme un désert sur le plan des BTP. Des routes et un hôtel seront construits, de même qu'un théâtre de verdure. À côté de la restructuration dont les travaux n'excéderont pas 10 mois, il y a l'arrivée de minibus de transport public. Le tout s'inscrit dans le cadre du programme Promoville. C'est une correspondance de Joseph Dione. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons le temps de poursuivre cette édition. Voilà, on nous fait signe que Joseph John est en place. Il nous détaille quelques éléments clés du programme Promoville à Diourbel. L'État du Sénégal vient de lancer les grands travaux de modernisation de la commune de Diourbel. Dans 72 heures au plus tard, les travaux vont démarrer. Des travaux, 10 mois. Des travaux qui concernent entre autres infrastructures des routes interurbaines, la construction d'un manège et la réhabilitation du théâtre de verdure de Diourbel et du défunt hôtel booba. li ma leen mën a wax ci hôtel bi maanaam lépp lu hôtel di am ak lu muy lu ci war li nga xam ne noonu la ko monsieur le maire. L'hôtel sera doté de toutes les commodités et d'une personne de 4 étoiles. Il aura 4 suites présidentielles, 72 chambres, des piscines, entre autres. Tour hôtel bi la ñuy tourner ba génnaat ci biir hôtel bi. Le projet Promoville est passé par là. Un projet décliné par le chef de l'État qui prend son envol ici à Diourbel, au bonheur de ses citoyens et de son édile. D'autres promesses pour l'émergence de Diourbel sont annoncées dans un futur proche. Ici à Diourbel, d'où vous a parlé Joseph John pour Radio Sénégal. Grincement de dents et grève de la taxe à la gare routière de Kolda. Oui, les transporteurs ont décidé de ne plus payer la taxe municipale, une action pour dénoncer l'insécurité ainsi que l'absence de toilettes et d'électricité, des revendications sans fondement d'après le maire qui appelle toutefois au dialogue à Kolda, Ismaïla Mansali. Les transporteurs de Kolda sont très en colère contre le maire. Ils reprochent à ce dernier d'avoir négligé la gare routière qui est sans électricité ni toilettes fonctionnelles. Ousmane Diallo, responsable local du syndicat des transporteurs, est leur porte-parole. La gare routière de Kolda, vraiment, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de sécurité. On n'a pas du courant. Les blocs d'hygiène ne sont pas praticables. On reçoit du monde chaque jour, mais ça ne va pas. Ça fait maintenant un mois. Si on parle de nos doléances au secrétaire général de la mairie, il nous dit attendez, on va régler ça. Régler jusqu'à quand? On en a marre. Depuis 15 jours, on ne paye pas les taxes. Le premier adjoint au maire se dit surpris. Cependant, Daouda Sidibé les appelle au dialogue pour trouver une solution à ce problème. Nous sommes des partenaires. S'ils ont des problèmes, ils doivent se déplacer, venir vers l'autorité, les poser et ensemble envisager les solutions. Mais j'avoue qu'ils ne sont pas passés ici, en tout cas, nous rencontrer pour nous poser quelques problèmes que ce soit. C'est donc une surprise totale pour moi. Vraiment, qu'ils reviennent à la raison et qu'on se retrouve, discuter et trouver solution aux problèmes. Ces transporteurs en colère promettent de radicaliser la lutte au cas où leur doléance restera insatisfaite. Ismaël Amansali, Kolda, Radio Sénégal. Khali Amadou Narfal, on termine avec une règle générale. Le temps n'est pas le meilleur allié des régimes au pouvoir et c'est valable dans le secteur de la santé. Confronté à la pression de plusieurs syndicats en ordre de bataille pour réclamer l'application des accords signés, la ministre de la Santé appelle ses partenaires sociaux à la compréhension et à la patience. Eva Marie Kolsek au micro de Maria Mamane. Nous
sommes particulièrement gênés par cela parce que c'est un secteur qui est, comme je le disais tantôt, très sensible. Donc tous les mouvements, toutes les grèves, tous les sittings, toutes ces choses-là perturbent les populations. Et notre objectif, c'est de prendre en charge cette population, de les aider, de les soigner. Et quand ça ne se fait pas, cet objectif n'est pas atteint. Et c'est pour cela que tout au long de l'année, malgré les mouvements, nous avons toujours gardé notre porte ouverte pour pouvoir discuter et expliquer notamment aux syndicalistes que s'ils ont eu certains acquis, d'autres choses n'ont pas pu être faites parce que soit elles prennent du temps pour être mises en œuvre, soit elles nécessitent une plus grande réflexion qui tient compte des finances de l'État, qui tient compte de la masse salariale, qui tient compte de beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas une mauvaise volonté du gouvernement et de l'État d'une manière générale, mais c'est que peut-être certaines situations ne permettent pas aujourd'hui de régler tous les problèmes. Donc, c'est pour ça que je leur lance toujours un appel en leur disant prenez un peu plus de patience, sachez que beaucoup de choses sont en train d'être faites dans ce secteur et que le capital humain, qui est un des éléments majeurs du plan Sénégal émergent, demande que les populations soient en bonne santé. Et donc, quand le système est perturbé, cela ne fait que retarder peut-être les possibilités même de pouvoir trouver des solutions à toutes les revendications des travailleurs. Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva-Marie Coll-Seck, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Oui, la politique, principal titre de cette édition, le code électoral et la refonte du fichier en revue toute cette journée à l'Assemblée nationale. Une plénière en procédure d'urgence sur principalement la date des législatives et l'augmentation de 15 nouveaux sièges de députés. Dans les états-majors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette date. Pour Ousmane Badiane de la LD, les législatives coïncidant avec le Ramadan pourraient être programmées à une date ultérieure. Pour le spécialiste du droit public, Mamadou Aliou Diallo, le Sénégal se rapproche d'un problème institutionnel car la prorogation de la durée du mandat n'est pas prévue par la Constitution. Enfin, de son côté, Ndiaga Sylla, spécialiste des questions électorales, estime qu'un accord formel entre la classe politique peut avoir bel et bien force de loi. Enfin, la ministre de la Santé demande du temps aux syndicats de la santé pour satisfaire leurs revendications. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le 13h se poursuit avec Adia Fatou en studio qui reçoit Tanda Khanya pour le sport. Mais avant cela, la page internationale. En effet, en Gambie, le président Yahya Jammeh a mis en garde contre toute intervention initiée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pour Jammeh, la sortie médiatique de l'organisation sous-régionale est une déclaration de guerre et une insulte à la constitution gambienne. C'était lors de son discours de fin d'année en Gambie, où la radio communautaire gambienne Teranga FM vient d'être fermée sur ordre de l'Agence nationale du renseignement pour un motif non précisé selon un membre du personnel. En République démocratique du Congo, beaucoup de questions restent en suspens après la signature de l'accord entre majorité présidentielle et opposition. Les différentes composantes politiques congolaises doivent encore se retrouver pour arriver à un consensus sur un arrangement particulier portant sur de nombreuses questions dont le calendrier d'application de l'accord. Une première réunion devrait se tenir en début de semaine. Certains points inquiètent comme les réserves émises à côté de la signature de la majorité présidentielle au bas de l'accord. D'autres rassurent comme l'annonce de la fin des poursuites judiciaires contre plusieurs opposants. À Burundi, assassinat du ministre de l'Environnement. Hier, deux suspects ont été arrêtés. Il s'agit d'une dame qui était à bord du véhicule du ministre et du gardien de la victime. Emmanuel Nyon-Kourou, 54 ans, a été tué par balle par un agresseur inconnu dans la capitale Bujumbura alors qu'il se rendait à son domicile.
Ouverture ce lundi en France du procès Théodorin Obiang sur les biens mal acquis. Âgé de 47 ans, le fils du président de Guinée équatoriale est poursuivi, entre autres, pour détournement de fonds publics et corruption. On termine en Turquie. La chasse de l'homme continue pour tenter de retrouver l'assaillant qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul la nuit du Nouvel An. Parmi les victimes figurent plus d'une vingtaine d'étrangers, dont une franco-tunisienne et son époux. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique ce lundi. 8 personnes sont en garde à vue. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est une présentation de Tandakha Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors c'est justement... en ouverture du football à jour J-10 pour les Lions du Sénégal, le compte à rebours a réellement commencé. Oui, et le compte à rebours a commencé avec cette CAN de football 2017 où le Sénégal va entamer sa CAN dans le groupe B contre la Tunisie, le premier adversaire qui a souvent pris le dessus sur les Lions du Sénégal en compétition officielle. Les protégés de Aliou Cissé sont appelés à changer la donne pour bien éviter justement entrer dans la compétition. C'est à Franceville, nous écoutons le sélectionneur national au micro de Benoît Badiane. La Tunisie, ça fait un bon bout de temps, le Sénégal n'a pas battu la Tunisie. Donc nous savons que c'est un match difficile. Jouer contre les Tunisiens, ce n'est jamais facile. Mais je pense que nous serons prêts, en tout cas pour ce match, quand on connaît l'importance en tout cas du premier match dans une compétition. Il est important que le Sénégal rentre dans de bonnes conditions dans cette compétition. Et pour bien rentrer à la CAN, c'est impérativement gagner ce match-là contre la Tunisie. Donc on se préparera pour ça. Et Aliou Cissé, le sélectionneur national, il faut dire que les Lions vont démarrer officiellement cette préparation cet après-midi. Ce sera au cours de la séance d'entraînement, la première ouverte au public à partir de 16h30 au stade de Léopold Sédar Senghor. La plupart des joueurs convoqués sont déjà dans la tanière en attendant bien sûr l'arrivée de la Légion anglaise, Sadio Mané à l'avancement de Liverpool, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Kouyaté, Mame Biram Diouf et les autres. Tandakha, un coup d'œil sur les autres adversaires du Sénégal en match de groupe A à la CAN. Oui, et avant les autres adversaires, rappelez que les Aigles de Carthage ont perdu leur dernière sortie en préparation. C'était face à une sélection basque en Espagne. Le score 1-3. Les hommes de Harry Kasperzak vont poursuivre leur préparation et donc de matchs amicaux sont prévus contre l'Ouganda mais également l'Égypte. Et puis grosse surprise chez les Fennecs d'Algérie qui feront le déplacement sans Karl Medjani et Sofiane Fegouli, deux anciens solides capitaines incontestés. Les Mahrez, Slimani et autres Yassim Brahimi vont devoir faire sans l'ancien et le vice-capitaine. Et puis des nouvelles du Zimbabwe avec Galisto Lazuna, c'est le coach du Zimbabwe qui a déclaré justement que son objectif c'est d'aller en quart de finale et donc en déclarant à la presse qu'il compte sur Rama Bio, c'est l'avancement des Mamelodi Sundowns, mais également Katsonde des Kajosip d'Afrique du Sud. La CAN, c'est l'affaire de ces autres formations. Oui, effectivement, on va faire un petit regard avec les Gabonais hôtes de la compétition qui donc ont démarré leur préparation. D'ailleurs, l'entraîneur José Gamisso qui regrette la blessure de Frédéric Boulot, mais aussi le retour de Didier Long qui a été renvoyé en sélection nationale, a soulagé certains supporters. Des nouvelles d'Eric Bailly, c'est le défenseur ivoirien, et donc en convalescence, la première recrue de Mourinho qui donc viendra pas. En tout cas, son sélectionneur Michel Dessuyeux est confiant. Et du côté des Lions indomptables du Cameroun, avec surtout des forfaits en cascade, les défenseurs de Liverpool, Joël Matip, André Onana de l'Ajax, mais également André Oyang de l'Olympique de Marseille, mais aussi Maxime Pouncé, toujours qui fait l'inquiétude des supporters. Un mot sur le championnat anglais. Oui, seul championnat qui n'a pas encore connu de trêve en Europe. La Première Ligue qui débute ce lundi sa 19e journée. Leicester, les champions sortants en titre, qui va chez Middlesbrough. Everton qui accueille Southampton. Manchester City qui reçoit Burnley. Liverpool qui se rend chez Sunderland. West Bromwich Albion attend Hull City. Et à 17h, West Ham joue contre Manchester United.
En sport, on termine avec cette réclamation des Niayes, un stade comme infrastructure sportive. Oui, c'est l'arrondissement des Niayes, en tout cas, qui veut, à l'instar de Pikine, d'Agodan, mais aussi de Thiaroye, doléance réitérée ce week-end lors de la finale de la zone 6 de cette zone-là. Le parrain de cette édition, Cheikh Tidiane Gadio, rien à voir avec l'ancien ministre des Affaires étrangères et qui s'engage à accompagner le mouvement Nawetan et les Amazones de Yeumbeul, c'est l'équipe féminine. Le voici au micro de Ali Ndiaye Diouf. On a remis une enveloppe de 1 million plus un trophée. On a remis aussi des enveloppes aux différentes ASC finalistes. J'ai remis des jeux de maillot à ces différentes ASC. Nous savons que les charges sont énormes. En tout cas, je serai aux côtés des jeunes. Donc, Dagoudane a un stade, l'arrondissement de Thiaroye a un stade, mais l'arrondissement de Niayes n'a pas de stade. Il y a de l'espace à Kermassar, il y a de l'espace à Yeumbeul Nord. Donc, il est possible que les gens s'entendent pour qu'on trouve quand même un espace pour construire un stade. Je serai aux côtés des jeunes pour ce combat-là. Nous avons une équipe féminine, une vaillante équipe féminine, c'est les Amazones de Yeumbeul qui font un excellent travail. Nous avons des idées pour accompagner l'ensemble des équipes. Ça viendra. Nous ferons le maximum pour que l'année 2017, que toutes ces équipes-là puissent se retrouver dans le système. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. C'est tout de suite l'invité de la rédaction. La tendance est positive en matière de réalisation dans le domaine de la santé. En 2016, bon nombre de structures sanitaires sont disponibles et 1000 agents de santé sont en cours de recrutement. Côté équipement aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. De même, l'offre des services. Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale répond aux questions de Mariama Mané. Elle est l'invitée du journal. Madame la ministre, si je vous demandais quel a été l'état de santé du secteur de la santé en 2016, que me diriez-vous? Je pourrais vous dire que les problèmes de santé sont des problèmes qui sont toujours une préoccupation des populations, mais également des décideurs de ce pays, qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc je considère qu'il faut voir la tendance, qui est une tendance positive, mais il y a vraiment à encore se serrer les coudes, mais également retrousser nos manches pour travailler et aller de l'avant. En termes de réalisation, quels sont les faits saillants qui ont marqué cette année 2016? Nous pouvons parler de la couverture maladie universelle. Et donc, en matière d'offres, il faut dire qu'il y a eu de nouvelles infrastructures qui ont été inaugurées. Certaines ont commencé à travailler, et notamment l'hôpital d'Alal Diam aujourd'hui, l'hôpital de Matam. Nous avons également l'hôpital de Ziguinchor et l'hôpital de Fatick qui aujourd'hui fonctionnent. Nous avons des centres de santé qui ont été aussi inaugurés, ce qui fait des postes de santé beaucoup. Et donc, il y a eu au plan des infrastructures vraiment des acquis. Nous avons aussi plein de projets et nous en parlerons pour 2017 de construction encore de nouvelles structures. Nous avons également un acquis en matière de ressources humaines puisque M. le Président de la République a permis de recruter 1000 agents. Et ces 1000 agents sont en cours pour 2016 de recrutement. Mais en 2015, nous avions eu également le même nombre, ce qui est une première au Sénégal puisque parfois même on restait des années sans recruter du personnel au niveau de la santé. Nous avons aussi des initiatives, notamment celle des sages-femmes itinérantes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le couplet gagnant, nous avons fait le tour des structures et nous savons aujourd'hui partout où il manque du personnel, et notamment au niveau des postes de santé, où nous sommes en train de recruter pour chaque poste de santé un infirmier et une sage-femme s'il n'existait pas. C'est dire donc que le maillage du pays au plan notamment du personnel infirmier et sage-femme va se faire. Nous poussons aussi vers les spécialisations en recrutant ceux qui sortent. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes de formation de spécialistes sénégalais, mais depuis 2012, nous avons essayé d'avoir des bourses pour les Sénégalais. Par exemple, nous venons d'affecter un gynécologue à Kédougou, ce qui était quelque chose qui avait cessé d'être depuis l'époque où c'était des militaires qui étaient sur place. C'est dire donc que de ce côté-là aussi, il y a eu des progrès. Les équipements, je peux dire que tout le monde a vu qu'aujourd'hui, il y a des radios numériques un peu partout. Les scanners sont dans de nombreuses régions. Peu de régions maintenant restent à pourvoir. Et nous avons aussi beaucoup d'ambulances qui ont été données. Nous en attendons encore. Tout cela permet de dire que le système de santé est en train d'être renforcé. Mais nous savons que nous allons, notamment en 2017, faire encore plus et plus tard aussi. Nous avons également la dialyse maintenant en vie. Près de 600 personnes
qui font des dialyses 2 à 3 fois par semaine. Ces centres de dialyse ont été aussi décentralisés, en plus de ce que nous avions fait en 2015 et en 2014 avec les hôpitaux de Tamba, de Ziguinchor et autres. Nous avons aujourd'hui aussi des hôpitaux de Matam. Par exemple, l'hôpital de Matam, Dalal Jammeh aussi va avoir sa dialyse. Saint-Louis est en train d'élargir et d'augmenter son nombre de lits. Donc, la dialyse est en train vraiment d'être décentralisée. Et nous avons également les césariennes. Plus de 60 000 césariennes aujourd'hui ont pu être faites grâce à la couverture maladie universelle avec la gratuité de la césarienne. Et les sujets âgés également, bien que des efforts doivent être encore faits au niveau du monde rural, mais il y a aujourd'hui des moyens nécessaires pour prendre en charge toutes ces gratuités. Mais là, 2017 sera plutôt l'année de la communication pour que chaque personne sache où aller quand elle veut adhérer à une mutuelle de santé. Justement, Madame la Ministre, où est-ce que vous en êtes avec la maternité de l'hôpital Aristide Le Dantec? Alors ça, c'est une maternité qui tient à cœur beaucoup de populations, mais même moi-même, je suis ce chantier de près. Tout ce qui est gros œuvre est terminé. On est allé même jusqu'à aujourd'hui, vous avez la peinture, vous avez tout ce qu'il faut, donc tout est prêt. Les équipements sont en train d'arriver et vont être sur place, on me dit, peut-être déjà dans le premier trimestre de 2017. Ce qui fait que nous espérons vraiment pouvoir inaugurer vraiment avec faste, parce que c'est attendu des populations, cette maternité qui a tellement aidé de femmes, mais qui va continuer à aider ces femmes-là. Et voilà, je crois que nous sommes au bout maintenant du tunnel par rapport à la maternité de Le Dantec. Vous avez sûrement des vœux à faire à l'occasion de ce nouvel an. Souhaiter à tout le monde une bonne santé, mais également beaucoup de réussite dans la vie, de bonheur familial, de succès aussi au niveau de toutes les entreprises. Mais je voudrais aussi surtout souhaiter une paix pour notre pays. Car s'il y a la paix au Sénégal, il y a aussi la paix dans les foyers. Madame la Ministre, je vous remercie. Merci à Mariama Mané qui interrogeait la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva-Marie Coll-Seck, qui invite les syndicalistes à redoubler d'efforts en ce qui concerne le traitement des patients. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Le message à la nation du chef de l'État à la une de la presse. Un cadeau, un bilan, des promesses, titre l'Observateur quotidien. Le cadeau, cette baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Mes confrères, l'analyse, Le Soleil d'abord et son éditorialiste qui salue cet élan réformateur revient sur cet homme, pas du tout, d'Isère qui privilégie l'action et le bilan dressé lors de son message à la nation égrénant certaines réalisations du gouvernement en est une illustration pertinente parce que méthodiquement se félicite Cheikh Thiam. Macky Sall a décliné les prochaines étapes du calendrier de projet en cours de finalisation qui, dans une conception bien articulée et parfaitement coordonnée, modifieront la qualité de vie des Sénégalais par leurs impacts notables. Une baisse du prix de l'électricité de 10% qui n'emballe pas Walf Quotidien qui y sent une grosse arnaque parce que malgré la dégringolade du prix du baril de pétrole, l'État, explique Le Quotidien de Sacré-Cœur, a toujours refusé une quelconque baisse du prix de l'électricité. Aujourd'hui que l'excès d'offres mondiale est en train de se résorber et que le prix du baril a entamé une remontée spectaculaire, les pouvoirs publics s'étonnent. Seyni Diop annonce une baisse du prix de l'électricité. Conclusion là de mon confrère, ce cadeau de nouvel an risque de se révéler comme une véritable arnaque. Baisse ou pas, en tout cas au-delà des annonces, le chef de l'État a une obligation de résultats concrets pour une satisfaction durable des populations car les promesses ne sont pas suivies des effets escomptés, prévient Birima de la Tribune. Des promesses souvent non tenues à cause, explique mon confrère, de l'absence de mesures d'accompagnement sérieuses comme celle qu'a rappelé Le Quotidien de des médias avec la baisse du prix du loyer qui a fait long feu et surtout la baisse des prix des denrées de première nécessité. Macky Sall donc qui ignore la politique dans son discours de nouvel an. Un blackout qui fait débat dans la presse et c'est connu.
rappelle d'emblée Ahmad Khan du quotidien. C'est connu que le silence est aussi communication. Il y en a eu un et pas des moindres dans le message à la nation du chef de l'État. Il s'agit bien sûr de la tenue des législatives et des conditions d'organisation. Et là, ce n'est point un oubli, c'est un choix écrit, mon confrère. Mais alors que la classe politique l'attendait de pied ferme sur le processus électoral, le chef de l'État reprend enquête, a dans son discours fait un blackout total sur les questions politiques, un blackout qui annonce peut-être un report des législatives, oui, parce que fixé de commun accord avec le front de l'opposition le 2 juillet 2017, les élections législatives risquent selon Hassan Baye d'être décalées. Cela explique enquête si les députés de la 12e législature votent le projet sur la refonte du fichier électoral soumis à leur appréciation aujourd'hui à l'hémicycle. Le Parlement donc qui passe de 150 à 165 membres, 15 députés pour la diaspora, informe Les Échos. Plus de détails dans les colonnes de l'Observateur. Les députés qui examinent aujourd'hui en procédure d'urgence 2 projets de loi, tous relatifs au processus électoral. Et dans l'un des projets qui concerne le code électoral, il est effectivement prévu l'augmentation du nombre de députés qui passe de 150 à 165, dont les 15 représenteront désormais la diaspora au sein de l'hémicycle. Merci Aruna Diouf, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique, Masek Gassama, Amadou Ndiaye, Ousmane Diop et Matar Diouf au centre de modulation, réalisation Khadi Fall Koulibaly, André Noël Tchondoum, présentation Khadi Amadou Narfal et Adia Fatoussar.